Nous sommes avec Elisabeth Guigou en direct, bonjour, vice-présidente de l'Assemblée, plusieurs fois ministre et députée socialiste de la Seine-Saint-Denis. Finalement, d'un point de vue politique, il a gagné, le président de la République. Le texte est voté. Je ne dis pas circuler, il n'y a plus rien à voir, mais c'est terminé. C'est une victoire à la Pyrrhus. Parce que, d'abord, il y a sur le fond, la France et les Français ont compris, le président a perdu la bataille de l'opinion. Les Français ont compris que c'était une réforme non seulement injuste, mais inefficace. Cette réforme, elle va être payée par les plus modestes et les plus fragiles, ceux qui ont commencé à travailler tôt, les seniors au chômage, etc. Les jeunes, la réforme est passée. Ouais. Les jeunes, attendez, les jeunes, qui sont les sacrifiés dans cette affaire parce qu'ils vont payer plein pot. Et puis, en même temps, elle est inefficace puisqu'il y a 15 milliards encore d'euros à financer. La meilleure preuve d'ailleurs que le gouvernement et le président ne croient pas à leur propre réforme, c'est qu'ils ont accepté de revoir tout ça en 2013. Bon, c'est la condition mise par les centristes finalement pour voter la réforme. Donc, mais toutes les réformes des retraites maintenant, elles seront, comment dirais-je, négociées tous les 2 ou 3 ans. C'est impossible autrement. La situation économique, les conditions démographiques. Justement, c'est fini la grande réforme des retraites. C'est la négociation qui a manqué. C'est la négociation qui a manqué. Et c'est ça qui est le plus révoltant. Cette méthode brutale, arrogante. J'ai gagné. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est les petits garçons dans la cour de récré. C'est parfaitement cynique aussi. Donc, dans une démocratie, dans toutes les grandes démocraties européennes, ce type de réforme qui aurait pu rassembler un consensus, très franchement, parce que tout le monde est convaincu qu'il faut une réforme. Alors, l'intelligence eût été de capitaliser là-dessus. Il faut une réforme, on ne peut pas continuer comme ça, et on recherche la réforme la plus juste. Parce que ces réformes qui sont imposées comme ça, contre les gens, avec une espèce de brutalité, de refus d'entendre, ça ne peut pas marcher. Mais il n'y avait pas de solution, puisque de toute façon, sur les bornes d'âge, les syndicats n'étaient, en tout cas au départ, pas d'accord. Et maintenant, François Chérec dit hier soir sur France 2 que fondamentalement, il accepte ce qui s'est passé et qu'il réclame une négociation avec les syndicats et le patronat, qu'il a accepté immédiatement sur les seniors et sur les jeunes. Chacun peut avoir sa lecture. Moi, ce que je constate, c'est que l'unité syndicale, elle a tenu. Oui. Et qu'elle a tenu pourquoi? Oui, mais il passe à une deuxième phase. Parce qu'ils ont discuté ensemble. Alors maintenant, d'abord, demain, d'accord, il va y avoir probablement le vote de la loi. Le président... Certainement. Non, mais... Le gouvernement et le président auront réussi quoi? À montrer qu'ils ont une majorité parlementaire? Évidemment qu'ils ont une majorité parlementaire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à convaincre. On ne peut pas rester en l'état, mais beaucoup de gens ont cru justement que la position du Parti socialiste, c'était presque de rester en l'état. Je crois pas. Je crois que Martine Aubry a été très claire. Elle a dit de toute façon, il y a déjà un allongement de la durée de cotisation, donc on ne refuse pas les mesures d'âge. On est même d'accord pour prolonger jusqu'à 41 ans et demi, et même pour aller au-delà, à partir de 2018, si l'espérance de vie continue à augmenter. Simplement, la retraite à 60 ans, c'est pour les plus fragiles, pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Il n'y a aucune raison pour qu'ils cotisent 44 ans, alors que les autres vont cotiser 41 ans et demi, alors que justement, ce sont ceux qui ont les métiers les moins qualifiés, les plus pénibles, et l'espérance de vie, en moyenne, 10 ans de moins que tous les autres. Donc il y a quand même une question de justice profonde, là. Si c'est Jean-Louis Borloo, est-ce que c'est un tournant social ? Moi je crois que si c'est la même politique, si c'est le président de la République qui continue à tout faire sans déléguer à un gouvernement, là on a un problème de méthode de gouvernement aussi. Vous voulez dire que Jean-Louis Borloo ne sert à rien? C'est pas en changeant les hommes, si on ne change pas de politique, si justement, c'est ça qui est prévu, c'est après la séquence sur les Roms, puis la séquence des retraites, d'entamer une sorte de tournant social. C'est quand même ça qui s'écrit, qui se dit... J'attendrai de voir ce que fait le nouveau gouvernement, mais très franchement, je suis extrêmement sceptique. Le président de la République fait tout depuis l'Élysée, lui et ses conseillers qui ne rendent compte à personne d'autre qu'au président. Il est question aussi d'un grand ménage à l'Élysée. Enfin, vous lisez les journaux comme moi. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Enfin, vous savez, la personnalité de Borloo, est-ce qu'elle vous intéresse? Vous le problème, c'est pas les hommes, c'est le changement d'une politique et d'une façon de faire. Voilà. Mais je reviens à ma question. Non, mais Jean-Louis Borloo, il est sympathique, il est créatif, etc. Évidemment, on a l'impression qu'il est un peu désordonné. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour Matignon? Vous avez dit l'impression. Oui. Est-ce que tout ça est très très bon pour notre image quand même? L'éternelle vision de la France, des gens dans la rue, les pancartes, les poubelles, même si c'est terminé à Marseille. Je vais vous dire ce qui est désastreux pour notre image. C'est ce que fait le président de la République, qui est complètement décrédibilisé. Vous êtes obsédé par Sarkozy. À chaque fois que je pose une question, vous me répondez Sarkozy. Malheureusement, il fait tout. Donc voilà. Et il revendique... Mitterrand aussi faisait tout. Non.
Il revendique de tout Il fait pas faire. tout, Mitterrand. Il laisse aucun espace au gouvernement, il laisse aucun espace au Parlement. Il veut tout régenter, donc voilà. Et je trouve que quand on lit la presse étrangère, c'est quand même frappant. Pardonnez-moi, mais vous êtes quand même quelqu'un de sophistiqué. Est-ce que c'est quand même pas compliqué d'expliquer que tout repose sur tout ce qui ne va pas en France repose sur le président de la République? Nous ne demandons qu'une chose, c'est que le président de la République préside comme le faisait le général de Gaulle, comme l'ont fait ses successeurs ensuite, en ne voulant pas se mêler de tout, en laissant les institutions respirer, en laissant les institutions jouer leur rôle, parce qu'une véritable démocratie, c'est un pouvoir et des contre-pouvoirs. Or, M. Sarkozy, jusqu'à présent, n'a pas réussi à faire ça. Alors, quand il laissera les institutions jouer leur rôle, quand il respectera les institutions, à ce moment-là, on ne lui mettra pas la responsabilité de tout ce qui arrive. Et donc, je pense que c'est pas l'image de notre pays qui est dégradée, c'est l'image de ce gouvernement et de ce président de la République. C'est désastreux, je le déplore, au moment où nous allons présider le G20 et le G8, au moment où il faudrait des réformes de fond considérables du système financier pour éviter que ça recommence, parce qu'il y a de quoi il s'est très bien comporté être très inquiet. Pendant la crise financière et la crise de l'euro, dans les mots, qu'est-ce qu'il y a eu comme acte derrière? Rien du tout. On a sauvé les banques. Non, écoutez, on a joué les pompiers, ça fait 2 ans. Heureusement, encore heureux. Mais maintenant, bien entendu qu'il fallait le faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a reconstruit? Rien du tout. Et la grande crainte aujourd'hui, c'est que ça recommence comme avant.